pensaient que je n'étais qu'un beau-fils chanceux, un homme qui ne méritait même pas de franchir la porte d'entrée. Pendant des années, je les ai laissés croire cela. Mais le dernier jour de Thanksgiving, devant tout le monde, la vérité a explosé dans la salle à manger. Une révélation qui a fait disparaître chaque faux sourire. Et c'est là qu'ils ont découvert qui j'étais vraiment. Cela s'est passé lors du dernier Thanksgiving, et encore aujourd'hui, je suis en train de digérer tout ce qui est arrivé. Avertissement, l'histoire est lourde et implique un drame familial sérieux qui a détruit des relations. Mais parfois, les gens doivent apprendre que traiter les autres comme des moins que rien entraîne des conséquences. Je suis marié à Sarah depuis 4 ans. Sa famille, les Blackwell, représente ce qu'on appelle de l'argent ancien. Ou du moins, ils aiment se présenter ainsi. Ils vivent dans un immense manoir colonial, avec des haies parfaitement taillées, des allées pavées de pierre et assez de lustres en cristal pour éclairer toute une ville. Tout, dans leur vie, respire richesse et raffinement. Depuis la façon dont ils organisent leurs dîners élégants jusqu'à la manière dont ils parlent de leur voyage annuel à Martha's Vineyard. Le problème, c'est que je viens d'un monde totalement différent. Mon père a travaillé toute sa vie dans le bâtiment. Ma mère nettoyait des bureaux le soir pour payer les factures. J'ai financé mes études en faisant des travaux manuels et, petit à petit, j'ai gravi les échelons dans l'immobilier commercial. Ce n'est pas un métier glamour, mais il est honnête et il m'a appris la valeur de chaque dollar et de chaque affaire. Dès le premier jour, les Blackwell ont clairement montré que je n'étais pas de leur monde. Cela a commencé par des remarques subtiles sur mes origines modestes ou des plaisanteries disant que Sarah avait épousé en dessous de sa classe. Ils me demandaient quand j'allais trouver un vrai travail dans la finance ou le droit, comme si ma carrière dans la gestion immobilière n'avait aucune importance alors que je réussissais très bien. Mais la véritable humiliation venait lors des réunions de famille. Chaque fête, anniversaire ou barbecue suivait le même rituel dégradant. J'arrivais dans l'allée circulaire du manoir avec mon pick-up, apportant généralement une bouteille de vin ou de whisky cher comme geste de bonne volonté. J'allais vers la porte d'entrée, comme n'importe quel invité, et Sarah m'accueillait avec ce regard d'excuse dans les yeux. Aujourd'hui, c'est par la cuisine, murmurait-elle, en jetant un coup d'œil derrière elle pour s'assurer que ses parents ne regardaient pas, tu as travaillé toute la journée, et les invités passent par l'entrée principale. Tu comprends, n'est-ce pas? Et comme un idiot, je hochais simplement la tête et faisais le tour de la maison, longeant les jardins impeccables et les pierres importées, pour entrer par la porte de service comme si j'apportais des courses. À l'intérieur, c'était toujours la même scène, je restais relégué dans la cuisine tandis que les autres se retrouvaient dans les salons formels. Je m'asseyais sur un tabouret au comptoir en granit, mangeant dans une assiette en carton, tandis que dînait dans de la porcelaine fine sous des lustres anciens. Les serveurs passaient devant moi, et j'entendais les parents de Sarah plaisanter sur le mari au pied d'argile qui avait eu la chance d'épouser au-dessus de sa condition. Le père de Sarah, Robert, avait l'art de me rabaisser sans paraître grossier. Il me tapotait l'épaule et lançait des phrases comme « Continue à travailler dur, champion ». Ou il me demandait si j'avais besoin d'aide pour comprendre les discussions sur le marché boursier qui se tenaient dans l'autre pièce. Quant à la mère de Sarah, Victoria, elle était encore pire. Avec son sourire doux, elle me disait que je serais peut-être plus à l'aise en regardant le match de football dans la salle télé, plutôt que de participer aux conversations adultes sur la politique et les affaires. Le pire n'était pas leur condescendance, mais le fait que Sarah ne m'ait jamais défendu. Elle se contentait de dire « c'est comme ça qu'ils sont » ou « ne laisse pas ça t'atteindre ». Elle n'a jamais remis en question pourquoi son propre mari devait entrer par l'arrière lors des réunions de famille. J'ai commencé à me demander si elle n'avait pas, elle aussi, honte de moi. Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne savait. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander, puisqu'ils me considéraient comme un chanceux de la classe moyenne inférieure qui avait décroché une ascension sociale par mariage. La vérité, c'est que je suis le propriétaire de leur maison et d'une quarantaine d'autres propriétés dans l'État. Pendant qu'ils jouaient les aristocrates et dénigraient mon travail dans l'immobilier, je construisais en silence l'un des plus grands empires de propriété commerciale de la région. Mon entreprise, Sterling Holdings, gère de tout, des immeubles de bureaux en centre-ville aux résidences de luxe. J'ai des contrats avec la ville, des relations avec de grands promoteurs et un portefeuille qui vaut bien plus que tout ce que leur famille pourrait imaginer. Ce manoir colonial dont ils sont si fiers? Je l'ai racheté à la banque il y a 3 ans, lorsqu'ils avaient 6 mois de retard sur leur hypothèque. Robert avait fait des investissements désastreux et ils étaient sur le point de tout perdre par saisie. La banque se préparait déjà à le mettre aux enchères quand je suis intervenu et ai acheté la propriété comptant. Je les ai laissés continuer à y vivre comme locataires,
en payant un loyer inférieur au prix du marché uniquement parce que Sarah m'avait supplié de sauver la maison de son enfance. Et à ce jour, ils n'ont toujours aucune idée que le gendre indésirable est le même homme qui paie chaque facture de ce manoir où l'on m'oblige à manger seul dans la cuisine le jour de Thanksgiving. Le jour de Thanksgiving est arrivé et me voilà, subissant la même routine humiliante que j'endure depuis des années. Je suis apparu avec une bouteille de whisky écossais vieilli, quelque chose qui coûte plus que ce que beaucoup de gens dépensent en un mois d'épicerie. Sarah m'a accueilli à la porte d'entrée, vêtue d'une robe crème qui reflétait le goût de sa mère pour les tissus coûteux et neutres. Les invités entrent par l'entrée principale, dit-elle, sans même me regarder dans les yeux. Tu as travaillé toute la journée. Tu comprends la situation, n'est-ce pas? J'ai senti ce nœud familier dans l'estomac, ce mélange de colère et de résignation que j'avais appris à avaler. Mais, comme toujours, j'ai simplement hoché la tête, tendu la bouteille et laissé nos doigts se frôler un bref instant avant qu'elle ne se détourne. J'ai contourné la maison jusqu'à l'entrée de la cuisine, mes bottes écrasant le gravier de l'allée qu'ils avaient fait installer l'été dernier. L'ironie ne m'a pas échappé, techniquement, c'était moi qui avais payé ce gravier, via les frais d'entretien de la propriété. Je suis passé devant les jardins fraîchement aménagés, les meubles de jardin importés, tous ces détails qu'ils utilisaient pour impressionner les voisins avec leur bon goût raffiné. En entrant par la cuisine, l'endroit bouillonnait déjà. Les serveurs, vêtus de noir, préparaient les plateaux d'amuse-bouche, tandis que la dinde rôtissait dans un four professionnel. J'ai pris ma place habituelle sur l'îlot en granit, desserré le col de ma chemise en flanelle et me suis servi un verre du whisky que j'avais moi-même apporté. Du salon formel, provenaient les bruits de la fête, rires étouffés, tintements de verre en cristal, conversations sur les résidences secondaires et les frais de scolarité des écoles privées. J'entendais Robert raconter une histoire sur son parcours de golf, tandis que Victoria parlait du gala caritatif qu'elle organisait. Personne ne reconnaissait ma présence, même lorsque certains invités passaient par la cuisine et me voyaient assis là, comme si je faisais partie du personnel engagé pour la soirée. Victoria entra, portant ses perles qui coûtaient probablement plus cher que mon pick-up. En me voyant sur le tabouret de l'îlot, elle arqua les sourcils et lissa son cardigan en cachemire. « Oh, dit-elle, avec ce sourire faux qui n'atteignait jamais ses yeux. Je ne savais pas que tu avais choisi le service de cuisine aujourd'hui. » Elle fit un geste en direction de la salle à manger, où les invités étaient installés autour de la table en acajou sous des lustres étincelants. La table pour 12 personnes était impeccable, avec des serviettes en soie pliées en formes élaborées et assez de couverts pour équiper un restaurant. Nous avons largement assez de place à table, ajouta-t-elle, bien que son ton suggère exactement le contraire. Je gardai une expression neutre et pris une autre gorgée de whisky. Je m'assure simplement que tout se passe bien, répondis-je d'une voix aussi froide que possible. J'avais appris au fil des années que montrer de l'émotion ne leur donnait que plus de munitions. Son sourire se figea. Eh bien, Franck s'occupera du service, dit-elle, utilisant le prénom que Robert employait toujours pour m'appeler quand il pensait que personne d'important n'écoutait. Puis elle partit d'un pas ferme sur ses talons de créateur, me laissant seul avec mes pensées et les serveurs, qui au moins me traitaient comme un être humain. Je suis resté là, grignotant un sandwich à la dinde qu'un des employés avait préparé pour moi, observant mon reflet dans la crédence en acier inoxydable. Des yeux sombres, une mâchoire ferme, le visage d'un homme qui avait tout construit à partir de rien. Pour eux, je n'étais qu'un mari issu de la classe ouvrière qui avait eu de la chance. Pour moi, j'étais quelqu'un qui avait gagné chaque centimètre du respect que je méritais même s'ils étaient trop aveugles pour le voir. Alors que je mâchais mon sandwich sec, la salle à manger poursuivait sa symphonie de faux sourires, avec des conversations banales sur la météo, des ragots de voisinage et des plaintes concernant les nouvelles règles du club de golf. Ils riaient de plaisanteries internes et partageaient des histoires de personnes que je ne serais jamais invité à rencontrer. Pendant des années, je les avais entendus mépriser mon travail, le qualifiant de « jouer avec des immeubles », tout en se vantant d'avoir hérité de richesses et en appelant cela du succès. C'est alors que tout changea. J'étais au milieu de mon sandwich quand la porte d'entrée s'ouvrit avec une autorité qui fit taire toute la maison. Une voix grave et imposante résonna dans la demeure. J'espère que c'est la fameuse farce de Victoria que je sens, parce que j'ai conduit 2 heures uniquement pour ce repas. Je n'avais même pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Marcus Wellington, l'un des promoteurs immobiliers les plus puissants de la côte et mon plus grand client. Sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait conclu des contrats à plusieurs milliards et qui avait des mères sur la numérotation rapide de son téléphone. Que diable faisait-il ici? Marcus entra dans la cuisine comme quelqu'un qui se sent propriétaire de chaque lieu où il pose les pieds.
Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume bleu marine impeccablement ajusté. Il avait cette prestance qui imposait le respect, fruit d'années de décisions influençant des quartiers entiers de ville. Dès qu'il me vit sur l'îlot de la cuisine, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Content de te voir, patron » dit-il assez fort pour que toute la maison l'entende. Le mot « patron » résonna de la cuisine jusqu'à la salle à manger comme une explosion. L'effet fut immédiat et dévastateur. Toute la maison plongea dans le silence. Il n'y avait plus de rires étouffés, plus de tintements de verre. Même le bruit du four semblait s'être arrêté. Je pouvais voir Sarah dans l'embrasure de la porte, son verre de vin tremblant dans sa main, le visage complètement livide. Derrière elle, Robert était figé, tenant encore sa serviette serrée dans son poing, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Je me levai lentement et tendis la main à Marcus, gardant une voix calme et professionnelle. « Content de te voir, Marcus. Je ne m'attendais pas à te croiser ici ce soir. » Son sourire s'élargit lorsqu'il serra ma main entre les siennes, m'offrant cette tape amicale sur l'épaule qu'il ne réservait qu'à ceux qu'il respectait vraiment. « Je ne manquerai le Thanksgiving de Victoria pour rien au monde, dit-il, totalement inconscient de la tension qui pesait sur la maison. Et écoute, je ne sais pas comment te remercier pour le projet de Burlington. Sterling Holdings a rendu toute l'opération possible. Je sentis tous les regards de la maison se tourner vers nous. La sœur de Sarah apparut à l'entrée de la cuisine, son verre de vin figé à mi-chemin de sa bouche. L'oncle Howard, le même qui avait dit un jour que je n'étais qu'un gars chanceux d'avoir épousé Alina, avait l'air d'avoir vu un fantôme. Marcus continuait à parler, sa voix puissante portant jusqu'à la salle à manger, où chacun s'efforçait désormais d'entendre chaque mot. La commission d'urbanisme de la ville me rendait la vie impossible avec ses autorisations de zonage, mais tes connexions ont tout réglé. Et ne me lance même pas sur le processus de permis. Ce qui aurait pris 6 mois, tu l'as fait en 3 semaines. Il s'appuya sur le comptoir de la cuisine, parfaitement à l'aise et sans se rendre compte qu'à chaque phrase, il lâchait des bombes. Je le dis à tout le secteur, si vous voulez que vos biens immobiliers soient bien gérés dans cet état, il faut appeler Sterling Holdings. Ce type connaît chaque commissaire, chaque inspecteur, chaque faille légale qui mérite d'être exploitée. Le silence dans la cuisine était si absolu que j'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne dans le couloir. Victoria s'accrochait au dossier d'une chaise de salle à manger avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. Robert laissa échapper un rire étrange qui mourut dans sa gorge avant de devenir un vrai éclat de rire. Marcus se tourna vers Robert, l'air perplexe. Je n'avais pas remarqué que la maison était si calme aujourd'hui. Normalement, vous êtes plutôt animé pendant les fêtes. La voix de Robert se brisa quand il réussit enfin à parler. Mais nous ne savions pas que vous deux étiez si proches. Les sourcils de Marcus se haussèrent, amusés. Proches? Allons donc, je n'aurais pas conclu la moitié de mes affaires cette année sans le soutien de Sterling Holdings. Votre gendre dirige l'une des entreprises de gestion immobilière les plus prospères de la région. Je lui confie des affaires qui valent des dizaines de millions. Le mot million resta suspendu dans l'air comme une présence physique. Je vis le poids de ce que Marcus disait s'abattre sur chaque visage présent. Ceux qui, pendant des années, m'avaient traité d'ouvrier chanceux, qui m'avaient relégué à manger dans la cuisine tandis qu'il portait des toasts dans la salle à manger, comprenaient enfin à quel point il s'était trompé sur mon compte. D'ailleurs, continua Marcus en se tournant vers moi avec ce ton conspirateur que les hommes de pouvoir utilisent en parlant affaires, j'ai quelques nouveaux projets qui pourraient t'intéresser. Ce développement en bord de mer dont nous avons parlé, les investisseurs sont prêts à avancer, mais ils veulent que Sterling Holdings assure la gestion. Il sortit son téléphone et commença à défiler, montrant ce que je supposais être des détails du projet. On parle d'un complexe de luxe de 50 unités, avec des commerces au rez-de-chaussée. Le genre de projet qui peut définir le centre d'une ville pour les 20 prochaines années. J'acquiesçai d'un air professionnel, conscient que tout le monde suivait notre conversation comme s'il s'agissait d'un feuilleton. Envoie-moi les détails et j'analyserai les chiffres, répondis-je, gardant une voix ferme malgré la satisfaction qui brûlait en moi. Marcus me donna une nouvelle tape amicale dans le dos. Tu es la raison pour laquelle je livre toujours avant les délais et en dessous du budget. Même mes concurrents me demandent qui gère mes propriétés. Et je réponds sans détour, si vous voulez le meilleur du secteur, appelez Sterling Holdings. Sarah finit par trouver sa voix, même si elle n'était qu'un souffle. Tu as une entreprise. Je croisai son regard pour la première fois de la soirée et laissai le silence s'éterniser. Plusieurs, répondis-je doucement.
Le verre échappa aux mains de Victoria et se brisa sur le sol de la cuisine. Le vin rouge se répandit sur le carrelage blanc comme du sang. Elle contempla le désastre un instant, avant de lever les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le choc et la peur. Ce ne fut qu'à ce moment-là que Marcus sembla percevoir la tension dans l'air. « Bon, je suppose que je devrais rejoindre ma famille, dit-il, bien que la curiosité se lise sur son visage. Mais, vraiment, merci encore pour tout cette année. Sterling Holdings a changé la donne pour mon entreprise. » Une fois Marcus parti, la cuisine resta figée dans le silence. Robert était toujours planté dans l'embrasure de la porte, le visage passant d'une pâleur à l'autre à chaque seconde. La mère de Sarah se mit à ramasser les éclats de verre avec des mains tremblantes, ses perles s'entrechoquant à chaque mouvement nerveux. De la salle à manger, on entendait des chuchotements, des bribes de conversation alors que les invités essayaient de digérer ce qu'ils venaient de voir. Quelqu'un prononça le nom de mon entreprise. Quelqu'un demanda depuis combien de temps je travaillais dans l'immobilier commercial. L'ordre social soigneusement entretenu par eux pendant des années était en train de s'effondrer sous mes yeux. Robert parvint enfin à parler, sa voix aiguë et tendue. « Tu possèdes des immeubles » Je pris une nouvelle gorgée de whisky et soutins son regard. « 43 propriétés dans 3 États, répondis-je. Immeubles commerciaux, complexes résidentiels, espaces de vente au détail. Sterling Holdings gère environ 200 millions en biens immobiliers commerciaux. » Le chiffre le frappa comme un coup physique. Il recula d'un pas, s'agrippant à l'encadrement de la porte pour ne pas tomber. Victoria émit un son indéfinissable, entre un sanglot et un souffle étouffé. Sarah me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu, sa bouche s'ouvrant et se refermant sans émettre le moindre son. À cet instant, je compris qu'elle n'avait vraiment aucune idée de l'homme qu'elle avait épousé. Tellement convaincue par la version de sa famille à mon sujet qu'elle n'avait jamais pris la peine de me demander ce que je faisais réellement de ma vie. Je me levai du tabouret de l'îlot et redressai ma chemise de flanelle, me sentant plus grand que jamais ces dernières années. « Je dois y aller », dis-je d'une voix calme et maîtrisée. « Demain matin, j'ai une réunion avec la commission d'urbanisme au sujet d'un nouveau projet au centre-ville. » Je passai devant eux en direction de la porte de la cuisine, mais je m'arrêtai et me retournai. Ah, et le chèque de loyer est dû le 1er du mois, comme toujours. La confusion sur leur visage était presque comique. Robert fronça les sourcils, tentant de comprendre ce que je venais de dire. « Chèque de loyer ?» Je souris pour la première fois de la soirée, un sourire froid qui n'atteignit pas mes yeux. « De la maison, Robert. Le paiement de votre bail avec Sterling Holdings. 3 ans déjà, même si je crois que nous ne nous étions jamais vraiment rencontrés officiellement dans une transaction. » La vérité les frappa comme un tsunami. Victoria s'agrippa au plan de travail pour ne pas s'écrouler. Le visage de Robert passa du blanc au gris en quelques secondes. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent d'une horreur que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu es notre propriétaire » murmura-t-elle. « Depuis que vous aviez 6 mois de retard sur votre hypothèque, confirmai-je. La banque était prête à saisir la maison quand je l'ai rachetée. De rien, d'ailleurs. » Je sortis par la porte d'entrée, cette fois, les laissant digérer les ruines de tout ce qu'ils croyaient savoir. L'air nocturne était froid et limpide, et je me sentais plus léger que depuis des années. Derrière moi, des voix commencèrent à s'élever, confusion, colère, panique alors qu'ils tentaient de comprendre à quel point ils s'étaient trompés sur moi. Les semaines suivantes furent le véritable tournant. Les Blackwell n'encaissèrent pas bien la révélation. Au lieu de réfléchir à la manière dont ils m'avaient traité ou de tenter de s'excuser, ils choisirent l'attaque. Tout commença par des appels anonymes aux inspecteurs municipaux, dénonçant de prétendues violations dans mes immeubles, problèmes de sécurité inexistants, infractions au code incendie inventé. Puis vinrent les faux avis sur Internet, créés par des comptes sans historique, m'accusant d'être un propriétaire véreux qui pressurait ses locataires et négligeait les réparations. Quelqu'un appela même ma compagnie d'assurance pour remettre en question mes pratiques. Des plaintes anonymes parvinrent au Conseil du logement, m'accusant de discrimination dans mes politiques de location. C'était de l'amateurisme pur, mais il était évident que c'était coordonné, et je savais exactement qui en était derrière. Robert pensait pouvoir me forcer à reculer, peut-être m'obliger à vendre la maison à un prix inférieur au marché ou quelque autre absurdité. Il me sous-estimait complètement. Quand on gère autant de propriétés que moi, la documentation devient une religion. J'avais des dossiers de maintenance, des rapports d'inspection, des factures d'entrepreneurs et des témoignages de locataires depuis des années. Mais je ne me contentais pas de me défendre.
j'engageai un détective privé pour retracer tous les faux avis et dénonciations anonymes. En une semaine, tout fut relié à une agence de relations publiques de bas étage que Robert avait engagée. Ils avaient été négligents, laissant des traces partout dans leur sabotage. C'est alors que je décidai de passer à l'attaque. Je publiai une annonce pleine page dans le journal régional des affaires. Pas de graphique tape à accent grave l'œil ni de langage publicitaire. Juste la vérité, noir sur blanc, preuve à l'appui. Le titre était « Quand la famille devient un passif, étude de cas en sabotage professionnel ». Je n'y citais pas Robert ou Victoria directement, mais quiconque dans le milieu des affaires locaux fit immédiatement le lien. Il y avait des captures d'écran des faux avis avec leurs horaires, des relevés d'appels montrant le même numéro contactant plusieurs agences, et même des chaînes de mails obtenues par l'enquêteur, révélant la coordination de la campagne. Les conséquences furent rapides et brutales. Les propres projets immobiliers de Robert commencèrent à subir d'étranges retards. Des permis autrefois routiniers se perdirent dans le système. Les inspecteurs municipaux devinrent soudain beaucoup plus pointilleux dans l'examen de ces demandes. Des investisseurs commencèrent à s'éloigner, invoquant des inquiétudes liées à sa réputation. La vie sociale de Victoria s'effondra. Les dames de la haute société, qui autrefois se disputaient des invitations à ses dîners, eurent soudain des conflits d'agenda. Sa philanthropie se tarit du jour au lendemain. Même son abonnement au country club, intact depuis 20 ans, fut mis en révision. Sarah m'appela chaque jour pendant 2 semaines, laissant des messages qui commencèrent dans la colère et finirent dans le désespoir. « Tu es en train de détruire ma famille », sanglota-t-elle dans l'un de ses messages. « Ce n'est pas toi. Nous pouvons tout arranger si nous parlons simplement. » Mais j'en avais fini de parler. J'en avais fini de faire semblant que leur approbation comptait pour moi. J'en avais fini d'être l'homme qui entrait par la porte de service pendant qu'ils célébraient à l'avant de la maison. Un mois après Thanksgiving, Robert tenta une dernière manœuvre désespérée. Il m'appela, la voix artificiellement enjouée, et m'invita à un dîner en famille pour clarifier les choses. Juste nous 4, promit-il. Pas d'invité, pas de mise en scène. J'acceptai, plus par curiosité que par espoir, pour voir quel serait leur nouveau stratagème. Ce soir-là, lorsque j'arrivai à ma maison, la table à manger était dressée pour 4 personnes, avec leurs plus belles porcelaines et leurs cristaux. Robert m'accueillit à la porte d'entrée avec une poignée de main trop travaillée et un sourire tellement figé qu'il en paraissait douloureux. Le dîner en lui-même ne fut qu'une formalité. Poulet sec, légumes insipides et une conversation tellement forcée qu'elle en devenait comique. Robert attendit que les plats soient débarrassés pour exposer son plan. Nous travaillons sur un nouveau concept de projet, commença-t-il, sortant une chemise jaune remplie de plans d'architecte et de projections financières. Un espace mixte au centre-ville, boutique au rez-de-chaussée, appartement de luxe à l'étage. Nous pensons que cela pourrait transformer la région. Il fit glisser la chemise sur la table comme s'il présentait le Saint Graal. Bien sûr, nous aurions besoin d'un partenaire ayant de l'expérience et du capital. Quelqu'un qui comprenne le marché local et qui ait les bonnes connexions. Je feuilletai les pages, parcourant ce plan de travail amateur et ses prévisions financières ridiculement optimistes. Il était évident qu'ils avaient monté ça à la hâte, espérant sauver leur réputation en s'associant à mon succès. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », dis-je en refermant la chemise et en fixant Robert droit dans les yeux. « Tu veux que je mette en jeu la réputation et le capital de mon entreprise dans un projet que vous avez inventé la semaine dernière, après avoir passé des mois à essayer de détruire mon activité avec de fausses plaintes et de faux avis ?» Le visage de Robert devint cramoisi, mais il tenta de garder contenance. « C'était un malentendu », balbutia-t-il. « Les dynamiques familiales, tu sais ce que c'est. Mais ça, c'est du business. C'est notre chance de construire quelque chose ensemble, en famille. » Je me levai, la chaise raclant le parquet. « Famille », répétai-je, laissant le mot résonner dans l'air. C'est drôle comme je suis soudainement devenu de la famille quand vous avez découvert que j'étais le propriétaire de cette maison. Sarah tendit la main à travers la table, les yeux pleins de larmes. S'il te plaît, recommençons à zéro. Papa ne voulait pas que ça aille aussi loin. Je la regardai, vraiment regardai, et je vis une femme qui avait passé tout notre mariage à laisser sa famille définir qui j'étais, sans jamais chercher à le découvrir par elle-même. Non, dis-je doucement. On ne peut pas recommencer parce que ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé la première fois que tu m'as fait contourner la maison pour entrer par la cuisine. Ça a commencé chaque fois qu'ils m'ont traité de chanceux de t'avoir épousé, et que tu n'as rien dit.
Je laissai la chemise sur la table et sortis par la porte d'entrée, avec la sensation de changer de peau. Derrière moi, j'entendis Sarah pleurer et la voix de Robert monter en colère, mais je ne me retournai pas. Les papiers du divorce furent simples. Pas de partage des biens, puisque tout ce que j'avais bâti l'était avant le mariage. Pas de pension, puisque Sarah n'avait jamais contribué aux affaires. Une coupure nette, des signatures rapides, la fin d'un chapitre que j'aurais dû refermer depuis longtemps. Sarah signa sans rien contester. Je crois qu'à ce stade, elle avait enfin compris qu'elle avait été mariée à un homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu, quelqu'un qu'elle n'avait jamais pris la peine de comprendre parce qu'il était plus facile d'accepter la version forgée par sa famille. 6 mois plus tard, je mis fin à leur bail. Rien de vindicatif, juste un préavis standard de 30 jours citant mon intention de rénover la propriété. Ils se hâtèrent de trouver quelque chose à leur porter, ce qui s'avéra bien inférieur à ce à quoi ils étaient habitués. J'appris par des connaissances que Robert dut accepter un poste subalterne après la faillite de sa société de promotion. Victoria fit désormais ses courses dans des supermarchés ordinaires, au lieu des épiceries fines qu'elle fréquentait depuis des décennies. Ils déménagèrent dans une modeste maison mitoyenne de l'autre côté de la ville, un gouffre comparé au manoir colonial dont ils étaient si fiers. Cette maison reste vide tandis que je décide de ce que j'en ferai. J'ai pensé à la transformer en appartement de luxe, ou peut-être la vendre à une famille qui saurait apprécier son histoire. Ce que je ne ferai pas, c'est permettre que quelqu'un y vive en croyant que certains méritent la porte d'entrée tandis que d'autres doivent passer par la cuisine. De temps en temps, je passe en voiture devant leur nouvelle adresse. Une simple maison en rangée dans un lotissement qui les aurait horrifiés 5 ans plus tôt. Je ne le fais pas pour triompher. Je le fais pour me rappeler ce qui arrive quand les gens confondent la gentillesse avec la faiblesse. Quand ils supposent que la compétence silencieuse signifie que vous ne méritez pas le respect. Les Blackwell m'ont appris quelque chose de précieux durant toutes ces années d'humiliation et de condescendance. Ils m'ont appris que certaines personnes ne verront jamais votre valeur, peu importe ce que vous accomplissez ou combien de patience vous avez face à leur ignorance. Mais ils m'ont aussi appris qu'en construisant quelque chose de réel, d'incontestablement réussi, vous obtenez le pouvoir de simplement vous éloigner de ceux qui ne méritent aucune place dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle femme dans ma vie. Quelqu'un qui savait ce que je faisais dans la vie avant même de connaître mon nom de famille. Elle ne m'a jamais demandé d'utiliser la porte de service. Elle ne s'est jamais excusée pour mes vêtements de travail ou pour mon pick-up. Quand je lui ai raconté toute cette histoire, elle a simplement secoué la tête et dit que les Blackwell étaient des idiots de ne pas avoir reconnu ce qu'ils avaient sous les yeux. Marcus continue de m'apporter des affaires et des projets plus grands que jamais. Mon entreprise ne cesse de croître, et je n'ai plus jamais eu besoin d'expliquer à qui que ce soit pourquoi je mérite une place à table. Après tout, c'est moi qui ai construit la table et c'est moi qui choisis qui peut s'y asseoir. La meilleure revanche, au bout du compte, ce n'est pas de se venger directement de ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire une vie tellement réussie et gratifiante que leur opinion devient totalement insignifiante. J'ai passé des années à essayer de gagner leur respect, alors que j'aurais dû me concentrer sur la construction de quelque chose qu'ils ne pourraient jamais m'enlever. Aujourd'hui, quand j'accueille des gens pour les fêtes, tout le monde entre par la porte d'entrée. Commentaire Madame Reddit. Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? Ce n'est pas seulement l'arrogance de la famille Blackwell, mais leur aveuglement total. Ils étaient tellement occupés à sauver les apparences et à rabaisser cet homme qu'ils n'ont jamais vu que le véritable pouvoir se trouvait là, assis dans la cuisine, en train de manger un sandwich. Cela montre à quel point certaines personnes confondent le silence avec la faiblesse, l'humilité avec l'infériorité. Au final, sa revanche n'a pas été de crier ou de se rabaisser à leur niveau mais simplement de montrer qu'il était déjà à un autre stade, bien au-dessus d'eux. Et convenons-en, rien n'est plus satisfaisant que de voir ceux qui vous ont traité comme un moins que rien supplier pour une place à la table que vous avez vous-même construite.